Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, il bouge tout seul. Là. Bon. Ok, alors merci de m'accueillir. Alors j'ai été inspiré par le tableau d'Archimboldo parce que c'est une construction qui est visuellement percutante. On a une accumulation de livres, objets de savoir, qui nous montrent symboliquement un bibliothécaire, gardien du savoir. Et même si le lieu est flou sur le tableau, on peut imaginer qu'on se place dans un lieu de savoir, une bibliothèque. Et l'époque de ce tableau, le XVIe siècle, m'a permis d'avoir une résonance directe avec mon sujet de recherche, qui est donc le monde des chanoines, dans la mesure où je dispose d'un matériel de recherche qui me permet de savoir ce qu'avaient certains des chanoines en question chez eux dans leur librairie. Alors, cet angle de recherche peut paraître très religieux, mais en fait, il s'agit d'avoir un aperçu de ce que pouvaient avoir les milieux aisés, laïcs comme clercs, chez eux à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et en l'occurrence, la communauté de chanoines de Metz, elle est très bien pourvue en documentation sur ce plan. J'ai une série ininterrompue d'inventaires après décès et de testaments qui couvrent les années, en gros, 1470 à 1580. Et je peux donc documenter autant que possible les librairies à Metz à cette époque. Dans un premier temps, peut-être revenir sur qu'est-ce qu'un chanoine. Un chanoine, alors, ou plutôt les chanoines, eh bien, ce sont des personnages, des clercs, qui forment une communauté de prêtres chargés de desservir des églises ayant un intérêt particulier, au premier rang desquels les cathédrales. Et ce sont des personnages qui sont rémunérés spécialement pour ça, pour assurer le culte, et qui sont rémunérés assez bien. Ce qui les met en position d'avoir une commande artistique particulièrement riche. Et je montre ici avec ce tableau qu'on a déjà vu ce matin à la conférence de Yann Sordet en inauguration des rencontres, qui est donc la Vierge dite Van Pell, peinte par Van Eyck au XVe siècle, où on voit donc le donateur ici, un chanoine, avec en main donc un psautier et ses besicles. Donc rôle de clerc et également rôle de sachant, celui qui connaît les Écritures saintes et qui sait les traduire dans le cadre de la liturgie. Donc les chanoines, on voit qu'ils ont un poids financier, mais ils ont également, particulièrement dans cet empire, un poids politique. L'empire est très morcelé et les chanoines servent régulièrement d'appui et de conseiller pour les puissants. Et à Metz, en l'occurrence, ils sont connus pour servir régulièrement d'ambassadeurs auprès du roi de France, auprès de l'empereur et auprès du pape. Ils ont donc une importance tout à fait particulière dans le paysage local et ils sont en lien constant avec les élites laïques. Pour revenir sur le sujet, donc les librairies ici, je les conçois comme un prélude à un phénomène qui s'est développé donc au XVIe et XVIIe siècle, à savoir donc les Schatzkammer, Kunstkammer, Wunderkammer et par extension ensuite les cabinets de curiosité. Alors, Schatzkammer, donc chambre au trésor, ça apparaît pour la première fois en 1517 à l'initiative de l'empereur Maximilien Ier. Et on trouve sous ses successeurs Habsbourg, donc les Wunderkammer, chambre aux merveilles, et Kunstkammer, chambre des arts. Et on sait que Archimboldo, sous Maximilien II et Rodolphe II, a été scénographe pour plusieurs de ces cammers. Sur cette première base, pour revenir donc encore plus précisément sur mon sujet, eh bien, savoir ce qu'est une librairie ou une étude, car les deux termes se trouvent confondus dans les archives. Étude venant de l'italien studiolo, qui donc sert de librairie en Italie à l'époque. Bien, une étude ou une librairie, c'est le prototype de ces Kunstkammer, Schatzkammer et cabinets de curiosité plus tardifs. On réunit à la fois des livres, mais également de très nombreux objets. Et ici, c'est ce que je montre avec ces deux œuvres, dont l'une est très clairement le modèle de l'autre. Vous avez
à droite, une gravure de Dürer qui montre Saint Jérôme à l'étude et dont la composition a inspiré Cranach l'Ancien pour un portrait de l'archevêque de Mayence 15 ans plus tard, en 1523. Et on voit donc qu'on a, en fin de compte, très peu de livres, ils sont concentrés dans les placards ou sur une étagère, et pas mal d'objets annexes, orfèvrerie, accessoires de lecture ou de mode, et quelques animaux très symboliques au premier plan qui illustrent des vertus chrétiennes. Alors, une fois que cette définition posée, on peut rentrer dans l'aspect pratique du sujet. Ici, je vous montre la façade d'une maison de chanoine à Metz, qui est conservée en l'état, avec son crénelage, ses fenêtres gothiques flamboyants, mais je ne pouvais pas montrer de photo parce que la rue est trop étroite, tout simplement. Voilà. Alors, une très belle maison dont le constructeur est mort en 1513 et dont on sait qu'il avait une librairie exactement ici, au niveau des deux fenêtres, dont malheureusement, je ne peux pas vous donner la liste parce que malheureusement, on a son testament et une personne inventaire, mais ça me semblait important de voir que la librairie, c'est une pièce importante à étage noble qui prend jour en façade sur la rue et qui a donc une importance manifeste dans l'organisation de la maison. Autre demeure dont la façade n'est pas conservée mais dont les bâtiments sont conservés en eux-mêmes, donc l'hôtel d'un dénommé Jean Chardal, qui est chantre, c'est-à-dire deuxième dignitaire en titre du chapitre de Metz, et qui décède en 1502, et dont, lui, a laissé un inventaire après décès intégral. Lui, sa librairie, elle est ici, au milieu, entre une chambre, le bâtiment a été un petit peu rabioté, entre sa chambre à coucher et une chambre plus indistincte, qui sert visiblement de chambre de passage, d'antichambre, avant de recevoir les hôtes. Je vous remets ici le plan. Donc ici, donc, la librairie, il y a l'escalier d'honneur qui est ici, on passe par la chambre de passage, la librairie, et on accède ensuite à la chambre à coucher. Donc, principale chambre de réception du chanoine, en temps normal. Cette librairie, donc, on voit qu'elle a une place très importante dans l'articulation de la demeure. C'est quand même l'une des pièces les plus proches de l'intimité du chanoine, et elle participe donc nettement d'un schéma de réception pour les hôtes. Alors, à partir de maintenant, je vais passer à ce qu'on trouve dans la librairie. Je vais montrer des objets originaux. Il y en a quelques-uns encore que j'ai pu retrouver. Et pour les autres, ce sera des équivalents, naturellement. Tout d'abord, les livres. Premier objet qui nous intéresse, les livres. Dans cette librairie, il y a en tout 80 livres. Sur ces 80 livres, on a 49% des livres de droit, qui correspond à l'activité de juriste de notre chantre, qui est docteur dans les droits, et qui a constitué une bonne partie de sa collection de livres à Rome lors de missions diplomatiques. Et ensuite, on a un tiers de livres religieux, donc des livres de piété ou de théologie, et c'est ce que je vous montre ici, avec d'un côté un livre, excusez-moi, un bréviaire avec une scène d'élévation de l'hostie où l'officiant est entouré de chanoines en tenue civile, en belle robe de couleur, fourrée, comme il se doit. Tandis qu'à gauche, nous avons les méditations de Saint Augustin, qui donc nous montrent une très belle crucifixion avec le chanoine en prière à ses pieds. Donc logique d'autocélébration, logique d'affirmation sociale et logique d'affirmation d'un statut également un statut légal par rapport à ses interlocuteurs laïcs avec un blason parlant en dessous de la miniature. Pour le reste des livres, donc les 20% restants, il y a une grande part de traités politiques. Excusez-moi, c'est une erreur, l'image là, ça a sauté. Bref, excusez-moi. Normalement, vous auriez dû avoir ici l'image d'un traité d'un cardinal de la curie romaine sur le conciliarisme, donc la suprématie du concile sur le pape, ce qui est nettement plus logique ici, savoir est politique. Voilà, et à droite, vous avez un livre de droit
plus exactement une compilation de statuts conciliaires annotées de la main même du chantre, avec des remarques parfois assez acérées sur la place des cardinaux dans le fonctionnement de la curie. Jusque-là, c'est une bibliothèque qui est assez classique, assez conformiste. On a des livres de droit et des livres, donc des traités politiques qui reflètent l'actualité et qui placent le chanoine donc dans une position clairement de sachant, celui qui sait les choses, celui qui sait comment marche la société et celui surtout qui dicte comment elle doit marcher. On a enfin quelques ouvrages plus marginaux, mais qui correspondent à un moment d'ébullition avec une réinvention du savoir à la Renaissance, particulièrement avec la montée de ce qu'on appelle maintenant les sciences occultes, et qui correspond en fait à une restructuration des connaissances que l'on j'ai acquises sur le ciel, la terre, le corps humain, qui découlent des préoccupations de l'humanisme. L'humanisme a remis l'homme au centre des préoccupations des savants, mais il a totalement bouleversé la vision du monde qui était son prédécesseur. Et la montée donc, de sciences comme l'astrologie participe de cette restructuration. On cherche à redonner un sens aux connaissances qui existaient précédemment. Donc, dans mon inventaire, j'ai précisément un astrolabe. Donc, alors, Metz n'est pas une ville maritime, donc il s'agit d'un objet de pure érudition. Et donc, à côté, je vous mets un traité d'astrologie qui date de 422 et qui a été réalisé par un chanoine en prime, donc réseau interne à la corporation, si je puis dire. Un chanoine qui s'appelle Johann Rosenbach et qui est conseiller de l'archevêque de Mayence que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit un personnage conseiller à un niveau politique qui n'est pas des moindres dans l'Empire. Ensuite, on a toute une série d'objets qui sont en grande partie des objets très précieux, facilement monnayables sur le marché. Je commence par les ivoires. Alors ici, il ne s'agit pas de pièces provenant de la maison, ce sont des équivalents que je suis allé pêcher au trésor de la cathédrale de Florence. Donc on a nommément cité dans cette librairie une annonciation en ivoire et un coffret imagé en ivoire. Donc, l'ivoire étant, comme vous le savez, une matière première difficile à se procurer et qui est à l'époque très coûteuse et très difficile à obtenir depuis l'Afrique et le Moyen-Orient, on peut imaginer que ça devait faire son effet quand un visiteur entrait et tombait sur la table devant lui ces deux objets en matériaux exotiques très très chers. Autre image plus indéfinie. Alors j'ai plusieurs images qui ne sont pas définies ni en termes de sujet ni de matière, à l'exception d'une image d'albâtre, et j'en mets un exemple à gauche, albâtre représentant un apôtre conservé au musée barrois, et qui rend compte de la production locale de l'albâtre en Lorraine au XVe siècle. Donc ça fait un écho à la réalité locale dans les élites lorraines à la fin du XVe siècle. À côté, je vous ai mis un exemple de pleurant du XVe siècle pour montrer un peu quel était le type de production qu'on pouvait avoir et le style qui pouvait être celle des sculptures du vivant du chantre Chardal. Ensuite, on passe à l'orfèvrerie, qui elle est particulièrement abondante. On a dans cette orfèvrerie mention d'une tablette pour mettre les reliques en argent, enrichie de pierres précieuses. On a de l'argenterie de table, à nappe, couvert en argent, aiguillettes pour les broches, aiguillettes d'argent pour les broches individuelles, voilà. Et on a donc mention de coupe. Ici, je vous ai mis un calice qu'on a trouvé dans la tombe d'un chanoine contemporain. Et on a mention, je n'ai pas trouvé d'équivalent pour cette fois-ci, mention d'objets très particuliers qui devaient être assez impressionnants, mais que je n'ai pas réussi à trouver d'équivalent, particulièrement une coupe en argent doré avec un couvercle en forme de château. Donc une curiosité, une merveille des arts sans doute. Et autre chose que j'ai réussi à documenter, un cerf en argent doré avec une branche de corail sur la tête. C'est marqué textuellement dans l'inventaire et j'ai réussi à trouver cet équivalent au trésor du Deutsches Orden à Vienne. La question du cerf me fait rebondir
car c'est une thématique qui est classique dans l'Occident chrétien du bas Moyen-Âge. On connaît la signification christique du cerf au bas Moyen-Âge. On en a des représentations donc de ce thème christique au Palais des Papes à Avignon. On avait d'autres dans les livrets cardinalistes autour d'Avignon. Et au XVe siècle, au XVIe siècle, c'est un thème qui reste encore en vogue. On a ici la fameuse tapisserie de Charles VII, qui est au musée des Antiquités de Rouen, où on a donc le royaume de France et les Français figurés en cerfs, nobles animaux dans leur beau parc à l'abri du lion anglais. Et à la même époque, en Lorraine, on a au palais ducal de Nancy, reconstruit, dont la reconstruction a été achevée en 1513, une galerie des cerfs, intégralement décorée de figures de cerfs. Donc on voit que c'est une thématique qui est héritière du passé, mais qui en même temps se réinvente à cette époque. Et on en a donc un exemple flagrant ici, dans un cadre moins en vue, mais tout aussi parlant. Cette question donc, de la favori du corail me ramène sur le plan des mirabilia, où le corail, c'est une merveille de la nature. On ne comprend pas comment ça apparaît dans le milieu naturel à cette époque. Et c'est donc un sujet de curiosité. Un sujet de curiosité qui apparaît d'abord dans les trésors d'église. Ici, c'est encore une pièce que je sors du trésor du Duomo de Florence. Donc un corail monté au XVe siècle en orfèvrerie. Et au XVIe siècle, on a un renversement où ces mirabilia passent dans les Kunstkammer et Schatzkammer des puissants. Et donc ici, les très célèbres Daphné, l'une à Écouen et l'autre à Dresde, Daphné jumelle du célèbre orfèvre Jamnitzer, qui participe d'un idéal de restructuration des connaissances avec donc une association de mirabilia naturels et de merveilles des arts humains, avec donc ce magnifique travail d'orfèvrerie en or et en argent qui n'a aucune utilité en pratique, et qui est juste là pour faire beau et pour donc montrer qu'est-ce qui me fait. Oui, bon, excusez-moi. Et oui, et donc j'en étais où et donc oui, qui donc atteste d'une volonté de repenser le monde et de quelque part de dépasser les conceptions anciennes. Je peux signaler dans ces mirabilia un objet que je n'ai pas illustré non plus parce que je ne voyais vraiment pas comment faire. Dans cette librairie, on a un objet, une mirabilia plus politique, qui est plus une sorte de relique, où on a un soulier du pape. Sachant que le personnage est allé plusieurs fois en ambassade à Rome, qu'il a réussi à obtenir le titre de familier du pape, je suppose qu'il s'est fait offrir ce soulier par le pape et il l'a pieusement conservé à son retour à Metz pour le montrer à ses invités. Vous voyez, je suis proche du pape, je suis proche des puissants, j'ai de l'influence. Sur ces paroles politiques, je peux donc passer à autre chose, donc la question des monnaies. Dans cette librairie, j'ai plusieurs monnaies d'argent qui sont un peu éparses et que je soupçonne être des médailles parce qu'elles sont léguées par testament à ses nièces et qu'il est précisé que ce sont des pièces anciennes à ce moment-là. Et donc il y a un aspect donc, de collection historique avec ces pièces anciennes qui participe encore du rôle du savant et qui participe d'une connaissance historique, sachant qu'à cette époque, l'histoire a une connotation morale. Si on étudie l'histoire, c'est pour donner un sens moral à l'histoire et donc adresser un message pastoral à ceux à qui on parle. D'un autre côté, ces monnaies ou médailles, on ne fait pas trop bien les différences encore à l'époque, elles sont aussi le vecteur d'un message politique. Je vous ai mis à droite une pièce ancienne en or d'un comte de Flandre et j'ai une monnaie en or de Flandre qui est expressément citée dans les legs de Chardal et à droite j'ai une médaille du cardinal d'Amboise qui date de 1506 si je me souviens bien et qui participe à sa publicité personnelle en tant que Premier ministre de Louis XII. Et on voit donc que ces collections de pièces ou de médailles, elles servent un message pastorale, mais elle participe aussi de l'affirmation des chanoines comme personnage qui sait, parce que lui, il sait qui sont les personnages importants en Europe, il sait ce qui se passe en Europe et il est capable donc d'orienter ses contemporains dans leur choix politique.
À côté de ces aspects théoriques, il y a aussi un aspect beaucoup plus matérialiste, hein, qui est que ce sont des pièces de monnaie, donc il y a nécessairement, quand il y en a beaucoup au même endroit, il y a un aspect thésaurisation, hein, qui est indubitable, et chez le chantre Chardal, on a un coffre rempli de 900 pièces d'or. Donc je ne sais pas s'il est montré à ses visiteurs, mais il y a une assise financière qui est indéniable ici. Cela me permet de passer à des objets plus intimes qui sont également stockés dans la librairie, qui sont les bijoux et les insignes. L'inventaire. Le passage où sont consignés les bijoux commence par un chapelet. Un très beau chapelet que je n'ai pas, ça n'a rien à voir, c'est un exemple. Un très beau chapelet avec des pierres taillées, du corail, des perles et des images, donc encore un terme un peu flou. Et images, à mon sens, cela renvoie donc à la production de chapelets en noyaux de fruits ou en buis taillé, comme c'est le cas ici. En l'occurrence, c'est un grain de chapelet du début du XVIe siècle qui a été vendu la semaine dernière à Nancy. Et on voit une très belle production flamande, donc ici avec ses rinceaux gothiques et ses scènes pieuses à l'intérieur de l'habit qui s'ouvre en deux, ici, et qui reflète donc ce que pouvaient être, je pense, les images du chapelet du chantre Chardal. À côté de cet objet très personnel, on a des bijoux ou insignes nettement plus révélateurs sur le rôle social et politique des chanoines. Dans une tombe de chanoine à la même époque, on a trouvé des anneaux, des bagues avec des pierres semi-précieuses incrustées et une crosse. Donc symbole de statut social et symbole de guide de la société chrétienne vers le salut. À droite, j'ai le sceau d'un chanoine du XVe siècle qui est représenté donc, en prière avec ses armes et un sceau. Un sceau, ça coûte très très cher à l'époque. Et donc le fait qu'on ait un acte scellé qui soit parvenu jusqu'à nous en si bon état, ça montre qu'il devait être de très bonne qualité. Pour finir sur ces bijoux, j'ai d'autres accessoires que je n'ai pas documentés ici. J'ai donc anneaux d'or, j'ai ceinture en soie ferrée d'argent, j'ai également un assortiment de boutons en argent doré qui agrémentait ses robes, sachant que si vous vous rappelez bien du plan que je vous ai montré, on avait la librairie, la chambre et la garde-robe juste derrière. Donc quand notre chanoine s'habillait le matin, il allait mettre sa belle robe en soie de perre fourrée d'agneau ou sa robe d'écarlate de sanguine fourrée d'agneau également, c'est ce que je trouve dans l'inventaire de la garde-robe. Et il passait ensuite dans sa librairie pour mettre ses bijoux. Et il était fin prêt pour recevoir ses honorables hôtes. Ici, je vous ai montré un portrait de Donataire qui est au musée de Cluny, c'est le chantre Boyer, peint en 1513, et qui nous montre donc un chanoine en tenue civile, donc hors de sa fonction liturgique. Il est en robe, une belle robe écarlate avec un énorme col d'hermine. Il revendique une situation de sachant avec le volumène qu'il tient en main, écho à ce qu'on a entendu avant. Et on voit donc que c'est un personnage qui affiche sa richesse et affiche son rôle de sachant dans la société. Et on peut voir que ce rôle, il est très bien accepté au Moyen-Âge, il est un peu moins à la Renaissance avec l'essor de l'humanisme et de la dévotion moderna qui apporte une exigence de rigueur intellectuelle. Et donc à cette époque même, on est en pleine rupture. En pleine rupture donc, sur le savoir, je pense l'avoir déjà assez dit, en pleine rupture sur le style et l'iconographie. Ici, c'est un coffre donc, style Renaissance qui est conservé en France, je ne sais plus dans quel musée, excusez-moi, mais qui est représentatif de ce qu'on trouve de la production qui est faite à partir des modèles italiens. Et dans mon inventaire, j'ai un coffre qui est nommément fait à façon de Rome. Sachant qu'à l'époque, on est en 1502, tous les autres chanoines restent sur la mode du gothique flamboyant. Et c'est donc ce chanoine qui apporte la vogue de la Renaissance à Metz. Donc rupture formelle et intellectuelle, et également rupture sociale. Je vous remontre ici oui, l'évolution. Ça, c'est une verrière de la cathédrale faite en 1502, donc époque où meurt Chardal. 20 ans plus tard, la mode Renaissance est bien installée et on a ça. Donc quelque chose qui n'est pas moins cher en termes de production que ce qui se faisait avant, mais qui est nettement plus
nettement plus pointu sur le plan de la mode et qui est visuellement très percutant pour le final. Et cet aspect vraiment d'autoglorification, auto-célébration, à cette époque, passe nettement moins bien auprès des finales. Et donc l'humanisme ne supporte pas la tutelle du clergé, ne supporte plus la tutelle du clergé dans la définition du savoir. La population voit mal ceux qui sont censés être les censeurs de ces mœurs si peu modestes dans leur représentation et leur communication. Et donc la conséquence, c'est que lorsque Luther commence à être actif, eh bien, les premières affaires de profanation et d'iconoclasme à Metz donc interviennent dès 1524 et lorsque le clergé, au premier desquels les chanoines qui montent un guet-apens pour arrêter un sacrilège, riposte, eh bien c'est simple, la population met à sac les maisons des chanoines. Et donc on a un moment de crise pour ces chers petits chanoines. Et cela me permet donc de voir que l'ensemble de ces éléments qui affirmaient donc une prétention scientifique, un potentiel financier et politique et une interaction avec les élites laïques clairement revendiquées, eh bien, très clairement, on est ici en 1500 à une époque où ces éléments ne passent plus en tant que tels et où on appelle à une redéfinition de ce que doit être le clerc face à une population en mal de stimulation intellectuelle et pastorale. Et c'est une tâche qui ne sera faite que de la seconde moitié du XVIe siècle avec la contre-réforme. Je vous remercie.